Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Bonjour, je m'appelle Mika et je suis une jeune fille de 21 ans de la classe moyenne. Je vis avec ma mère et ma sœur Sandy. Je rêvais d'une vie idéale. Enfin, ce que je croyais être une vie idéale. D'une maison à moi, d'une vie financièrement stable avec ma famille qui m'aime. Certains pourraient dire que c'était un rêve très simple. Mais ce rêve simple était si fragile et si facilement détruit. Il y a un vieux dicton qui dit « Choisis bien tes amis ». Et ceux qui n'en tiennent pas compte en souffrent beaucoup. J'avais un père. Il était gentil, aimant et prenait bien soin de nous. Je passais beaucoup de temps à attendre qu'il rentre du travail. Et ensuite, nous jouions ensemble. Je ne savais pas vraiment quel genre de travail il faisait. Un jour, il s'est passé quelque chose. Maman et papa se sont disputés. Et après la dispute, il a fait ses bagages, nous a pris dans ses bras, ma sœur et moi, nous a dit au revoir et a quitté la maison, les larmes aux yeux. C'était la seule fois que je l'avais vu pleurer. Nous avons demandé à maman pourquoi papa nous avait quittés, mais elle ne l'a jamais dit. Par la suite, maman nous a beaucoup soutenus. Elle travaillait dur tout le temps, et elle était toujours là pour nous. Elle était une couturière très talentueuse, et tous nos voisins aimaient son travail. Elle a commencé avec une seule machine à coudre dans notre maison, mais son entreprise s'est progressivement transformée en un atelier avec 5 autres couturières qui travaillaient pour elle. Nous vivions mieux qu'avant. Nous n'étions pas riches, loin de là, hein, mais notre vie était plutôt agréable. Mon histoire commence avec une fille nommée Sophie. C'était ma meilleure amie. Lorsque la famille de Sophie a emménagé dans mon quartier, sa mère a été la première à rejoindre la mienne, lorsque notre entreprise a commencé à se développer. Par conséquent, Sophie et moi avons passé beaucoup de temps ensemble, devenant peu à peu les meilleures amies du monde. Elle avait à peu près mon âge et m'adorait tellement qu'elle copiait tout ce que je faisais. Je pensais qu'avoir une meilleure amie comme elle était la meilleure chose qui me soit arrivée. Comme j'avais tort. Comme je le disais, elle faisait tout ce que je faisais. Mes loisirs, mes intérêts, mes peintures. Elle achetait même les mêmes jouets que moi et parlait à ma mère de la même façon. Même ma sœur Sandy a remarqué le comportement de Sophie. Elle pensait qu'elle m'imitait parce qu'elle m'aimait bien. J'ai raconté à Sandy que lorsque j'ai présenté Sophie à tous mes amis, au début elle était très timide et mes amis ne l'aimaient pas beaucoup. Mais après peu de temps, il semblait que tous mes amis s'étaient rapprochés d'elle et s'étaient éloignés de moi. Puis un jour, un nouvel élève nommé Pedro est arrivé dans notre école et dans ma vie. Toutes les filles l'aimaient bien. Il était intelligent, beau et faisait de la boxe. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Pedro m'a demandé en mariage. J'étais extrêmement heureuse. J'ai annoncé la nouvelle à Sophie. Elle m'a félicité avec un sourire discret. J'étais un peu déçue par sa réaction sans joie. Et quand je lui ai demandé qui elle rêvait d'épouser, elle m'a répondu que son futur mari devait être super génial et devait la mériter. Puis elle s'est mise à rire. J'étais loin de me douter de ses intentions à ce moment-là. Pedro et moi nous sommes mariés et nous étions heureux, si seulement les choses s'étaient arrêtées là. Chaque fois que nous sortions, pour une raison étrange, Sophie était toujours là au même moment. Elle prenait toujours l'air surpris, et elle se joignait à nous sans invitation. Elle avait l'air très sage et très cultivée. Pour ne rien arranger, Pedro a commencé à me demander de l'inviter à nous accompagner chaque fois que nous sortions. Il m'a dit qu'il la considérait comme ma sœur. Il a commencé à l'aimer de plus en plus, et moi de moins en moins. Et les choses ont commencé à changer. Pedro est devenu de plus en plus distant. Il a commencé à recevoir beaucoup d'appels téléphoniques qu'il me cachait. Chaque fois que je lui demandais à qui il parlait, il disait toujours que c'était juste ses amis qui l'appelaient. Et un jour, il a reçu une offre d'emploi qui l'obligeait à faire de nombreux voyages d'affaires dans une autre ville. Il a accepté l'offre sans même me consulter. Je lui dis que j'avais beaucoup d'inquiétudes à ce sujet, mais son attitude semblait un peu indifférente. Il a dit qu'il ne pouvait pas refuser une offre comme celle-là, que c'était pour le mieux. J'avais l'impression que ma vie s'écroulait. J'ai appelé Sophie, je voulais lui parler. Mais sa mère a répondu au téléphone et m'a dit qu'elle avait trouvé un emploi et a déménagé dans une autre ville. J'étais un peu bouleversée. Comment pouvait-elle partir sans me le dire, ni même me dire au revoir? Pedro a commencé son nouveau travail. Il a commencé à voyager beaucoup.
Quelques mois plus tard, j'ai commencé à me sentir mal. Je suis allée voir le médecin et j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était une belle surprise. J'étais si heureuse. Mais apparemment, Pedro ne l'était pas. En fait, il était tellement pas content qu'il m'a dit de me faire avorter. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Il n'était plus la personne que je connaissais. Nous avons eu une grosse dispute et j'ai décidé de quitter la maison. J'ai appelé Sophie et lui ai demandé de venir vivre avec elle, temporairement. Quand je suis arrivée chez elle, elle a vu que j'étais enceinte et elle était choquée. Tout comme Pedro. Elle m'a dit qu'elle était fiancée, mais elle n'a pas voulu dire qui c'était. Au cours des jours suivants, j'ai remarqué qu'elle recevait beaucoup d'appels chaque jour, tout comme Pedro. Puis un jour, alors que je me sentais un peu nauséeuse, elle est sortie pour m'acheter des médicaments. Pendant son absence, son téléphone fixe a sonné et j'ai répondu. C'était Pedro. Je n'en revenais pas. J'ai vite raccroché. Lorsqu'elle est revenue à la maison, je l'ai confrontée et lui ai demandé pourquoi Pedro l'appelait tous les jours. Elle m'a dit que Pedro était celui avec qui elle était fiancée et qu'ils avaient décidé de se marier. Elle a dit que Pedro allait bientôt m'envoyer les papiers du divorce. Et quand je lui ai dit que nous attendions un bébé, elle a eu un regard fou et dit que maintenant elle devait tuer mon bébé et Pedro. Elle me prit par surprise et me frappa à la tête avec un fer à repasser. Et je suis tombée. Elle s'enfuit et me laissa étendue sur le sol, saignant et criant à l'aide. Des voisins sont venus et m'ont emmenée à l'hôpital. Ils m'ont sauvée, mais pas le bébé. Il m'a fallu 2 ans pour me réveiller de ce cauchemar, et j'ai décidé qu'il était temps de prendre ma revanche sur Sophie. Je suis allée chez elle, et je l'ai surveillée avec Pedro pendant quelques jours. Apparemment, il s'était marié, et avait un enfant maintenant. Puis j'ai décidé de passer à l'action. Quand elle est allée au supermarché avec son bébé, je l'ai suivie. Et pendant qu'elle était distraite, je suis arrivée par derrière, j'ai pris l'enfant dans le chariot et j'ai couru. La vengeance était la seule chose à laquelle je pensais. Elle a couru après moi en criant que quelqu'un avait pris son enfant. J'ai commencé à traverser la rue en courant, mais j'ai été imprudente et j'ai couru devant une voiture qui n'a pas pu éviter de me percuter. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée dans un lit d'hôpital. Maman était assise à côté de moi et pleurait. Étrangement, Sophie était assise à côté d'elle, désemparée et pleurant elle aussi. À travers les larmes, Sophie m'a dit que le bébé que je lui avais volé était mort dans l'accident de voiture, mais qu'il n'était pas le sien au départ. C'était le mien. Elle m'a raconté comment elle avait conspiré avec les médecins et comment ils avaient vécu heureux comme une famille de 3 pendant 2 ans. Elle a négligé un petit détail. Ce que j'avais fait pour mériter tout ce qu'elle m'a fait. Ne nous sentons-nous pas tous spéciales parfois? J'ai grandi dans une maison d'orphelins. Je ne sais pas de prétendre qu'il y avait quoi que ce soit de spécial à ce sujet, mais j'ai grandi avec cette voix lancinante dans ma tête qui me disait à quel point j'étais spéciale et que ma vie finirait par basculer du jour à la nuit. Il s'est avéré que je n'étais pas en train de délirer ou quoi que ce soit. Ce qui m'est arrivé est le rêve de tout enfant placé en famille d'accueil. Si seulement je savais ce que l'avenir me réservait. Ma mère, mon père et ma sœur jumelle se sont suicidés en 1992. J'ai été sauvée par ma famille élargie pour être abandonnée plus tard. J'ai été reniée non pas parce que 2 des familles les plus riches de la ville ne pouvaient pas m'élever, mais parce que j'étais une malédiction pour leur réputation. Mon père et ma mère n'étaient pas mariés, et cela leur a apporté tant de honte qu'ils se sont suicidés. Quelques mois plus tard, un beau jour, je me suis réveillée dans un foyer pour enfants. Je suis maintenant orpheline. Je n'ai absolument aucun souvenir de mes parents, ni même de ma sœur jumelle. Mais je me souviens très bien de ma famille éloignée. Ils m'ont abandonnée quand j'avais 6 ans. Mon oncle est un homme d'affaires extrêmement riche. Il n'a jamais été vraiment méchant avec moi. En fait, il m'a placée dans ce qu'on peut appeler une maison de luxe. Bien qu'il ait promis de me rendre visite tous les week-ends, il ne l'a jamais fait. J'étais placée dans une chambre de taille moyenne avec 4 autres filles. Rosaline, Claire, Bella et moi, Rachel. Elles étaient toutes habillées de chemises de nuit propres, mais elles étaient toutes de la même couleur, vert pâle. Madame Milton, notre tutrice, m'a donné une robe similaire enfilée. J'avais l'impression d'être admise dans l'armée des enfants. Nos cheveux étaient toujours attachés en un chignon serré. Nous nous ressemblions toutes.
Madame Milton n'était pas la personne la plus gentille que l'on puisse rencontrer, mais elle n'était pas méchante non plus. La maison était divisée en 2 sections, une pour les garçons et une pour les filles. Le seul moment où nous rencontrions les garçons était dans le bâtiment extérieur, qui était une sorte d'école. Nous suivions quelques cours chaque jour, et pour être honnête, nous avions de bons professeurs. Je m'assieds toujours à côté d'un garçon qui s'appelait Nate. Je le trouvais super intelligent, et il m'aidait toujours à faire mes devoirs de maths, car les chiffres n'ont jamais vraiment été mon domaine de prédilection. Nous avons fini par devenir de bons amis. Chaque fois que je retournais dans la chambre, toutes les filles étaient trop occupées avec leurs jouets. Et elles étaient toutes déjà de bonnes amies. J'avais l'impression d'être une étrangère. Cependant, quelques mois plus tard, je suis devenue l'alpha du groupe. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas une histoire à la Oliver Twist. On se faisait tout le temps des farces. Et on riait bien. Je veux dire, qu'être dans une famille d'accueil n'est pas exactement des vacances, alors nous tirions le meilleur parti d'une mauvaise situation. Quand les filles s'endormaient le soir, je faisais semblant de dormir jusqu'à ce que Madame Milton se soit endormie elle aussi. Ensuite, je regardais par la minuscule fenêtre et je commençais à compter les étoiles une par une. J'en ai nommé une après mon père, une après ma mère, une après ma sœur et enfin, une après Nate. Je restais debout toute la nuit, rêvant jusqu'à ce que je m'endorme. Madame Milton nous réveillait vers 6 heures du matin pour prendre le petit déjeuner et aller en classe. Cela a duré comme ça pendant des années et des années. Les jours se ressemblaient tous, sauf le week-end, qui n'était pas vraiment un week-end. Cela signifiait seulement que nous avions le droit de manger du dessert. J'ai toujours été une petite fille extrêmement curieuse. Et si Nate et moi sommes devenus si proches, c'est parce qu'il était curieux lui aussi. Nous n'avions aucune idée du monde extérieur. Nous avions tant de questions sans réponse, et parfois, nous inventions des réponses pour apprivoiser nos cerveaux. Les filles avaient des parents qui leur rendaient visite pendant le week-end, mais moi, je restais dans ma chambre. Parfois, je pleurais, et parfois je fermais les yeux en essayant d'imaginer à quoi ressemblait ma mère. Un jour, pendant le cours de sciences, Nate m'a demandé qui me rendait visite le week-end. Je n'ai jamais répondu. J'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Mais dans un moment d'extrême confusion et de tristesse, j'ai écrit quelque chose sur un morceau de papier et je lui ai passé. Il disait « Sortons d'ici ». Nous avions 12 ans à l'époque. Je ne me souciais pas du tout des conséquences. Tout ce qui m'importait, c'était de sortir d'ici et de découvrir ce qui se passait dans le monde extérieur. Je voulais retourner chez mon oncle, même s'il ne voulait pas de moi. Nate a regardé le papier, l'a plié en deux, l'a avalé, et il m'a fait signe de tête. Je n'étais pas sûre de ce qu'il voulait dire par ce signe de tête, jusqu'à ce que, à minuit, alors que je regardais les étoiles avec lesquelles je me suis liée d'amitié depuis des années, j'entendisse le glissement d'un papier sous la porte. Je me suis levée rapidement et le papier disait « Retrouve-moi à l'école dans 5 minutes ». J'ouvris lentement la porte et descendis en courant. Nate et moi sommes restés là, maladroits, ne sachant pas quoi faire. Nous avons commencé à discuter d'un plan de fugue. Mais sérieusement, que pouvaient faire 2 enfants pour s'échapper d'un énorme bâtiment entièrement gardé? Nous étions plus intelligents que vous ne le pensez. La semaine suivante, nous avons étudié tous les déplacements dans le bâtiment. Quand les gardes de sécurité changeaient d'équipe, quel professeur quittait la classe plus tôt. Nous avons même mémorisé les heures auxquelles Madame Milton devait aller aux toilettes. Nous avions un plan solide. À la fin de la semaine, le vendredi, nous avions cours d'histoire et le professeur partait toujours quelques minutes plus tôt. Au même moment, les agents de sécurité changeaient de poste et Madame Milton mettait 3 à 4 minutes pour descendre et nous raccompagner à nos chambres. C'était le moment. C'était le moment que j'attendais depuis le début. Nous avons passé le dos du garde et nous avons couru et couru comme si c'était la dernière fois. Après quelques pâtés de maison, nous étions à bout de souffle. Nous étions 2 enfants habillés exactement de la même façon, sans argent et sans endroit où aller. Mais nous ne pouvions pas nous arrêter, pas après avoir finalement réussi.
Nous avons continué à marcher jusqu'à ce qu'il fasse nuit. J'ai regardé le ciel et je n'en croyais pas mes yeux. Le ciel avait des étoiles à l'infini. J'ai laissé tomber mes cheveux et me suis débarrassée de ce stupide chignon que j'avais depuis des années. J'ai décidé que Nate et moi pourrions aller dans un magasin et demander un emploi convenable qui pourrait nous offrir un endroit pour vivre et de la nourriture. Oui, j'étais tellement intelligente, et je le suis toujours. Nous sommes donc entrés dans une épicerie tenue par une vieille dame. Nous lui avons raconté notre histoire, et elle nous a répondu « Je dois appeler la police ». Nous avons supplié et pleuré, et la dame avait un grand cœur. Elle nous a offert des sandwichs, et nous a dit que nous pouvions aider à livrer les courses dans le quartier. Nous avons immédiatement accepté. Nate et moi avons dû dormir sous une couverture à l'intérieur du magasin toutes les nuits. Ce n'était pas une situation idéale, mais nous adorions ce sentiment de liberté. Nous avions l'impression d'être des enfants héros dotés de super-pouvoirs. Nous sommes restés avec la vieille dame pendant ce qui nous a semblé être une année. Si vous ne l'avez pas encore deviné, j'étais amoureuse de Nate. J'avais planifié notre mariage dans ma tête. Et bien qu'il ne m'ait jamais répondu, je savais qu'il m'aimait encore plus. Un jour, nous avons entendu la vieille dame parler à un officier qui cherchait 2 enfants perdus. On a pris tout l'argent qu'on pouvait et on a couru par la porte de derrière. Je sais que c'est inconsidéré de voler la femme qui a subvenu à nos besoins, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Nous avons rapidement arrêté un taxi et demandé au chauffeur de conduire le plus loin possible. Il nous a jeté un regard bizarre, mais lorsque nous lui avons montré l'argent, il a commencé à conduire. À ce moment-là, Nate m'a pris la main pour la toute première fois et m'a dit « Ça va aller ». J'ai senti mon cœur fondre sur le sol. Mais le bruit de la circulation m'a ramené à la raison. Le chauffeur de taxi conduisait bizarrement, mais aucun de nous n'était vraiment familier avec la conduite. Donc nous n'avons jamais vraiment fait attention. J'ai regardé Nate et j'ai dit « Nous devons trouver mon oncle. Il est riche, il peut nous aider. Tu peux te cacher dans ma chambre ou il peut même nous adopter. Je ne sais pas. » Ma voix était tremblante. Nate a répondu « Hé, calme-toi. Je te promets que tout va bien se passer. Rachel, nous sommes ensemble, c'est tout ce qui compte. Et je vais t'aider à trouver ton oncle. » Je n'ai pas entendu le reste de ses paroles. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital. J'ai crié à plein poumon. Une infirmière est entrée et j'ai demandé « Qui êtes-vous? Pourquoi suis-je ici? Je dois partir tout de suite. Où est Nate? » L'infirmière m'a donné un comprimé et de l'eau. Elle m'a dit « Calmez-vous, vous allez vous en sortir, votre ami va bien. Vous avez eu un accident de voiture. Quel est votre nom ?» J'ai repoussé sa main et refusé de prendre la pilule. Je lui ai répondu « Je m'appelle Rachel et je dois voir mon ami tout de suite. » L'infirmière est partie. Ensuite, un officier est entré. Il a commencé à poser des questions et j'ai continué à demander à voir Nate. Je n'ai jamais répondu à aucune de ces questions. Je lui ai demandé de rappeler l'infirmière et elle est venue. Je lui ai demandé de m'aider à m'asseoir droit parce que je sentais à peine mes jambes. Peut-être avais-je dormi trop longtemps. Elle est restée plantée là. J'ai baissé les yeux et je n'ai pas de jambes. Que s'est-il passé? J'ai demandé. L'accident est survenu, Rachel, a répondu l'infirmière. Maintenant je suis une orpheline infirme? Non, ça ne peut pas être vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais super calme. Qu'est-il